Bien, eh bien, bonjour à tous et bonjour aux internautes. Pour cette dernière séance de mon cours 2012-2013, pardon, qui va être consacrée entièrement à la musique et donnée sous forme en fait de deux séminaires. Je vais faire une très brève introduction. J'avais parlé de musique dans ma leçon inaugurale en disant que le temps en musique, c'était évidemment quelque chose d'essentiel et que les musiciens étaient avant tout des maîtres du temps. Et j'avais montré que la musique est très intéressante pour nous parce qu'elle comporte d'abord une grande différence entre le temps logique et le temps physique. Le temps logique de la partition et le temps physique de l'exécution, puis d'autres temps en fait en plus dont va nous parler Philippe Manori tout à l'heure. Et puis que c'est aussi du temps multiforme parce qu'il y a énormément d'unités de temps différentes dans la musique, comme les thèmes, les mouvements, pas seulement les noirs et les croches. Donc on va regarder ça en beaucoup plus de détails à travers ces deux exposés. Le premier exposé sera de Philippe Manori, qui est un professeur au Conservatoire de Strasbourg, professeur honoraire à l'Université de San Diego, et un des compositeurs majeurs de musique contemporaine actuelle, et qui fait des œuvres que je trouve tout à fait extraordinaires. Et il va vous parler de la musique du temps réel. Il y a un petit livre d'entretien avec des intervieweurs qui est excellent, que je recommande absolument. Je ne l'ai pas sous la main malheureusement, j'ai laissé chez moi. Ensuite, l'exposé suivant sera d'Archia Comte, qui lui travaille à l'IRCAM et qui travaille sur la musique et l'informatique, la liaison entre interprète humain et interprète électronique, sujet que Philippe Manori a largement contribué à faire naître avec le logiciel Max MSP, auquel il a largement collaboré aussi. Miller Puckett et d'autres gens ont fait le logiciel. Et c'est maintenant un standard industriel dans le domaine, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et Archia nous montrera qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce domaine. Et donc la recherche à l'IRCAM est très active sur ce sujet. C'est aussi une recherche qui se fait en partenariat avec Paris 6, l'INRIA et le CNRS. Donc c'est une recherche qui se fait au niveau français tout court. Et je tiens à signaler que la thèse d'Archia a été à peu près immédiatement suivie de concerts à Tokyo, à Berlin, à New York, ce qui, en termes d'application, n'est pas industriel, mais au moins aussi bien. Et que maintenant, les applications industrielles sont peut-être sur le chemin aussi. Voilà, donc je donne tout de suite la parole à Philippe Manori qui va nous parler de la musique du temps réel. Merci beaucoup. Alors, la musique du temps réel, ça regroupe beaucoup de choses différentes. D'abord, historiquement, la musique a toujours été en temps réel, puisque la musique est quelque chose qui naît tout le temps au moment où vous l'écoutez. Bien sûr, des fois, elle est écrite avant, quand elle n'est pas improvisée, mais enfin, disons, elle est écrite avant, mais la musique existe au moment où vous l'écoutez et au moment où les interprètes la produisent devant vous. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement fixé. Je vais beaucoup parler de ces histoires de fixation, enfin de tout ce qui est prédictif, de tout ce qui est préparé à l'avance et de tout ce qui n'est pas préparé. Ça va être une des grandes composantes de mon séminaire, donc qui va se dérouler comme ça. Je vais parler d'abord de la musique électronique qui existait avant l'informatique, puisque cette chaire est une chaire d'informatique. Mais je veux dire 2-3 mots sur la musique électronique. Et ensuite, justement, sur le problème du temps, quelles étaient les incompatibilités temporelles qu'il y avait entre cette musique électronique qui était faite sur le bande magnétique et la musique instrumentale. Ensuite, je vais parler d'un domaine qui m'a occupé pendant de très nombreuses années et qui continue à m'occuper, d'ailleurs avec lequel Archia Comte sur lequel Archia Comte travaille, nous travaillons ensemble là-dessus, c'est l'idée de suivi de partition, c'est-à-dire comment est-ce qu'un automate, un ordinateur, va pouvoir se synchroniser avec une partition et va pouvoir suivre ce que joue un instrumentiste. D'ailleurs, il y aura une petite démonstration en temps réel, justement, tout à l'heure. Ensuite, je vais parler sur la notion de partition virtuelle, ce que j'appelle les partitions virtuelles, je vais le développer, mais c'est-à-dire, c'est que la musique s'écrit, et que ce soit d'ailleurs sur du papier réglé ou que ce soit dans une mémoire d'ordinateur, c'est une écriture et donc c'est un problème. Et je vais expliquer en quoi cette partition est toujours virtuelle et a toujours été virtuelle, y compris dans la musique ancienne. Et ensuite, les écritures du temps, c'est-à-dire comment le temps entre l'instrumental et l'ordinateur
se conjuguent et comment petit à petit, alors ça c'est à mon avis, ça va être je dirais que c'est le grand chapeau de tout ça, c'est qu'on s'aperçoit que l'informatique rentre dans l'intimité de la musique de plus en plus, c'est-à-dire qu'avant c'était deux mondes assez séparés et de plus en plus ces deux mondes vont se rapprocher, on va voir comment ça se passe. Et si j'ai du temps, je ferai quelques remarques concernant le rapport de l'art et de l'industrie, parce que ça c'est important. Nous les autres qui travaillons avec la musique électronique, nous sommes un petit peu à notre insu, et malheureusement, tributaires des aléas de l'industrie, et c'est pour ça que une maison comme l'IRCAM, qui est une maison qui n'est pas industrielle, mais qui peut avoir des rapports avec l'industrie, mais enfin, qui produit son propre parc d'objets, est très importante, puisque quand on subit les aléas de l'industrie, je vais donner quelques exemples, il y a des partitions qui ont été composées il y a quelques années et qu'on ne peut pas rejouer, puisque l'industrie n'a pas reproduit les objets. C'est comme si un jour on arrêtait de construire des pianos et des clarinettes et qu'on ne puisse plus jouer de la musique. On a un petit peu, des fois, cette chose-là, et je pense que c'est un domaine qui est important à parler. Alors, on va commencer à parler de la musique électronique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 50, quand cette musique est née, vraiment, ou a pris, disons, son essor, excusez-moi, c'est une musique, les compositeurs étaient divisés en deux catégories. Il y avait ceux qui faisaient de la musique instrumentale et ceux qui faisaient de la musique électronique. Et ils ne se mélangeaient pas, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas de compositeurs qui partagent leur travail aussi bien dans le domaine de la musique électronique que de la musique instrumentale, à part un qui était toujours mon grand modèle, qui est Karlheinz Stockhausen, parce qu'il est décédé, qui était Karlheinz Stockhausen, qui est le premier compositeur à avoir vraiment utilisé de la manière la plus libre qui soit, et puis avec le même talent, ces deux médiums. Et le problème de la musique électronique avec le temps, c'est qu'autrefois, cette musique était couchée sur bande magnétique, c'est-à-dire que vous aviez un magnétophone qui tournait, et puis les instruments, ils couraient après. On ne pouvait pas ralentir la bande magnétique, on ne pouvait pas la faire accélérer, c'était comme un film qui était complètement fixé, et la notion de tempo était complètement différente, c'est-à-dire que les musiciens étaient soumis à une rigidité temporelle qui était fixée une fois pour toutes, et on sait très bien que dans le domaine de la musique, les musiciens accordent leur tempo avec l'acoustique, c'est-à-dire que vous avez un groupe de musiciens qui va jouer dans une cathédrale, très réverbérée, il ne le jouera pas intuitivement à la même vitesse que s'il jouait dans une atmosphère plus sèche. C'est-à-dire que, même sans le savoir, les musiciens accordent leur tempo avec les conditions acoustiques, puisqu'effectivement, quand on est musicien, quand on est un bon musicien, je dirais, quand on joue, on s'écoute. Et donc, fatalement, il y a toujours cette fluidité qui est tout à fait, je dirais, consubstantielle à la musique. Et donc, cette fluidité était quelque chose qui ne marchait pas avec cette rigidité et cet automatisme de la bande magnétique. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Le premier exemple, c'est une partition. Alors, ce qu'on appelle, c'est pas vraiment une partition, un graphique d'une pièce de Stockhausen qui s'appelle Contact, qui est un des premiers grandes pièces, des premiers chefs-d'œuvre, je dirais, de la musique électronique, et dans laquelle Stockhausen, après, a mis des partitions instrumentales qui sont écrites en dessous. Si j'avais le... Oh. Et ça. Voilà, ça, ce sont des partitions instrumentales qui sont écrites en dessous. Et ça, c'est un graphique. Alors, je vais revenir là-dessus, c'est pas une partition au sens où il y a une écriture précise, comme on peut voir pour l'écriture instrumentale. Je vais revenir sur cette notion de partition et d'écriture plus tard. Enfin, disons, c'est un graphique qui a probablement servi aussi à Stockhausen à composer, mais qui indique, finalement, le temps se passe comme ça, et puis on a des événements électroniques, donc ce sont des sons électroniques ou des sons d'instruments enregistrés qui se passent là. Alors, comment synchroniser ça ? Évidemment, là vous avez exactement la durée de chaque section. Vous voyez, donc Stockhausen toujours était très précis. Vous avez la durée de chaque section en secondes et en dizaines de secondes. Et il faut synchroniser ça avec les instruments. Alors, c'est quand je vous dis, l'instrument est obligé de suivre là. Alors, qu'est-ce que Stockhausen a fait ? Ce que je trouve que c'est une bonne première approche, c'est qu'il a mis des grandes barres de mesure. Et vous avez des grandes sections, par exemple, vous les voyez ici, et entre ces sections, les musiciens peuvent jouer à leur propre tempo. C'est-à-dire qu'il y a des zones de liberté qui sont là, qui sont inscrites,
mais qui ne demandent pas d'être synchronisés particulièrement. Et donc il y a des points de synchronisation à certains moments, et à certains moments des zones de liberté, ce qui était à mon avis une bonne approche pour synchroniser la musique électronique et la musique instrumentale. Ensuite, effectivement, est arrivée l'informatique musicale, et le premier grand travail que j'ai tenté de faire avec mon collaborateur et ami Miller Puckett, qui maintenant est à San Diego, et avec lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, c'est sur l'idée de suivi de partition, c'est-à-dire qu'on fait une partition, et maintenant on demande à l'ordinateur de suivre la partition. C'est-à-dire que ce n'est pas l'instrumentiste qui va suivre la machine, mais c'est l'ordinateur qui va suivre la partition. Et voilà, j'avais fait une pièce qui s'appelait Jupiter, enfin qui s'appelle toujours Jupiter, ça n'a pas changé, mais qui est une pièce pour flûte, dans laquelle vous avez la partition de flûte qui est donc notée là, traditionnellement, et vous avez ici des événements, 1, 2, 3, 4, 5, qui correspondent à des événements électroniques. Et ce qui se passe, c'est que la flûte joue la partition qui est mémorisée, donc Archiaconte nous donnera plus de détails sur ces procédures-là tout à l'heure. La partition est mémorisée et l'ordinateur donc reconnaît les notes, donc ça c'est déjà aussi tout un travail, il faut que l'ordinateur arrive à reconnaître les notes qui sont jouées, et quand il reconnaît la note, il produit un événement, et donc les événements sont produits au moment où la note est jouée, c'est-à-dire que si le flûtiste joue plus ou moins vite ou plus ou moins lentement cette partition, eh bien, l'ordinateur va s'accorder au tempo qui va être celui du flûtiste. Donc, ça redonne la primauté à l'être humain, ça redonne la primauté aux musiciens, et finalement, c'est la machine qui suit. Alors, il y a des choses comme ça, et il y a des moments où les événements ne sont pas en même temps que la flûte, mais sont après, c'est-à-dire que tout ça, on peut le décider. Mais en tout cas, cet événement-là, vous voyez, tout ce groupe de sons qui va arriver après la note de la flûte ne va se déclencher que quand la flûte aura joué cette note-là. Alors pour la petite histoire, cette page-là est la première page dans laquelle il y a eu un suivi de partition, je dirais dans l'histoire de la musique. Et pour la petite histoire, ça indique des choses, c'est que j'ai commencé sans le savoir à jouer des notes répétées. Et la note répétée, Archiaconte le sait très bien, c'est notre cauchemar. C'est-à-dire en musique électronique, quand on fait des notes répétées, c'est beaucoup plus difficile que de suivre des notes différentes. Tout ça, c'est pour vous dire que nous autres musiciens, je ne dirais pas qu'on est là pour embêter les scientifiques, mais les scientifiques font des outils, et par hasard, on va tomber sur quelque chose qui n'a pas été prévu, et c'est comme ça que passe cette relation, qui est très fructueuse, mais c'est que les musiciens sont là pour utiliser les outils qui ont été conçus, mais on va tout de suite, ou sans le savoir, on va développer des choses qui n'ont pas été prévues pour ça. Donc c'est comme ça que marche cette relation entre nous et que les choses avancent. Donc on va écouter ce petit fragment de cette pièce de Jupiter. Voilà, donc on a, c'est un petit extrait, donc ce discours qui se synchronise automatiquement et donc qui laisse à l'interprète sa primauté. Ce qui se passe ici, c'est que alors on rentre sur la problématique du temps, c'est que l'ordinateur répond, donc la machine répond à certains moments à ce que fait l'instrumentiste, c'est-à-dire quand il reconnaît la note, il va agir. Mais entre les moments où il a agi et le prochain événement, à la limite, l'ordinateur, on peut dire qu'il se bouche les oreilles et il n'écoute pas ce que fait l'instrumentiste. Et ça, c'était une question que je me suis toujours posée, c'est que
quand on voit un quatuor à cordes qui joue, ou même un chanteur qui est accompagné par un piano, ou par enfin, des musiciens qui jouent ensemble, effectivement, ils jouent ce qu'ils ont à jouer, mais ils jouent aussi par rapport à ce qu'ils écoutent. Parce que on parle beaucoup d'interactivité en informatique, mais l'interactivité est quelque chose que les musiciens connaissent depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que des musiciens qui jouent ensemble jouent en interaction, c'est-à-dire que vous voyez un quatuor à cordes, vous voyez que le niveau d'écoute et même le niveau de regard, parce que ça se passe beaucoup par le regard, la manière dont les musiciens se regardent et s'envoient des signaux juste, sans parler évidemment, mais par le regard, par des gestes, est grandement informatif pour les musiciens. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils se contrôlent les uns les autres et qui s'accordent les uns les autres. Et donc je me suis toujours posé la question de la continuité, c'est-à-dire de faire en sorte que une machine doit pouvoir écouter en continu un instrumentiste. Et on va écouter un deuxième exemple de cette même pièce, dans une autre section, dans lequel vous avez aussi une mélodie de flûte, c'est toujours une flûte solo, et vous avez un son de synthèse que vous allez écouter, et ce son de synthèse va suivre le fait que la flûte, des fois, joue une note grave, une note aiguë, redescend dans le grave, aigu, c'est-à-dire que la flûte fait des mélismes, si vous voulez, elle monte dans le grave à l'aigu, elle bouge, et vous allez entendre que le son électronique va suivre la même courbe, c'est-à-dire que l'ordinateur va analyser ce que joue la flûte, et en fonction de cette analyse, il va faire un éclairage du son vers l'aigu, vers le grave, et donc la flûte va moduler en continu ce son électronique, et ici vous avez donc un rapport continu entre la flûte qui va jouer et l'ordinateur, c'est-à-dire que chaque événement de la flûte va avoir une incidence et ce ne sera plus quelque chose de ponctuel. Donc on rentre dans une relation temporelle entre, je dirais, un système automatique et le temps fluide de la flûte, de le musicien qui m'intéressait parce qu'on sort du temps mécanique là de l'informatique à ce niveau-là. On va écouter juste ce petit extrait. Alors, il y a une chose qui est particulière à la musique, et c'est une discussion que j'ai eue avec Archiaconte assez souvent, et une notion qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion d'hétérogénéité du temps, c'est-à-dire que le temps n'est pas une couche unique qui se déroule comme ça, de manière homogène, mais pour la musique en tout cas, la musique a une dimension polyphonique toujours, même dans le cadre d'une musique qui n'est pas polyphonique. Mais si vous prenez ne serait-ce qu'une petite chanson, vous avez le temps des paroles et vous avez le temps de la mélodie, et donc vous avez deux temporalités qui se rencontrent, et ce qui doit faire d'ailleurs l'intérêt de cette mélodie, c'est la manière dont les mots se placent sur une mélodie. Donc c'est deux temporalités différentes, donc il y a une hétérogénéité, ça ne marche pas suivant les mêmes choses. Et alors j'ai juste mis ce petit exemple qu'on va pas écouter, mais ça c'est un exercice de contrepoint, c'est ce qu'on apprend à faire quand on commence à composer, ou ce qu'on devrait apprendre à faire, parce que maintenant on en fait de moins en moins, mais le contrepoint est à la musique, ce que le latin et grec est à la littérature, je dirais, c'est-à-dire que c'est des choses qui forment l'esprit. On ne compose plus avec ça, mais ça forme l'esprit. Et qu'est-ce que c'est qu'un contrepoint? Vous avez ici ce qu'on appelle un cantus firmus, c'est une note, une valeur, en général c'est un chant grégorien qui est repris, donc qui est en valeur très longue, voilà. Vous avez une deuxième voix qui est 2 fois plus vite ici, donc vous avez une blanche, une ronde, vous avez des blanches, une deuxième voix qui est 2 fois plus vite, qui répond à des règles, qui est déduite de règles. Vous avez une troisième voix qui part avec un mouvement noir, continu, et vous avez une quatrième voix qu'on appelle des syncopes, qui est jouée en syncope un temps sur l'autre. Et donc chaque voix, si vous voulez, a sa propre contrainte rythmique. Alors c'est un exercice, ce n'est pas une œuvre d'art, hein.
mais chaque voix a sa propre contrainte rythmique, et celui qui réalise cet exercice de contrepoint est tenu d'obéir aux règles du contrepoint, mais aussi d'obéir aux règles temporelles, c'est-à-dire que quand on commence une voix avec des noirs, et bien on la continue avec des noirs tout le temps. C'est vraiment un exercice. Alors je ne dis pas que c'est avec ça qu'on compose maintenant, évidemment, mais ça forme l'esprit. Ça forme l'esprit et ça donne cette idée, je dirais, de l'hétérogénéité musicale, donc des couches successives, est quelque chose qui existe en musique depuis longtemps et qu'on apprend finalement dans ces exercices de contrepoint. Alors, je vais vous montrer maintenant une pièce plus récente que j'ai composée, donc grandement avec l'aide d'Archia aussi, qui s'appelle Tensio, qui est un quatuor à cordes, et dans lequel, là, vous allez avoir donc, toujours un suivi de partition. Donc, ce qui est noté en rouge dans la partition, ce sont les événements qui vont déclencher quelque chose, mais il y a un premier violon qui va jouer sa partie et qui va déclencher des événements. Alors, au lieu d'être des événements assez simples, comme on l'a vu jusqu'à présent, là, vous avez des événements qui ont une densité temporelle beaucoup plus grande, puisque ce sont des polyphonies. On va voir un peu en détail ce que c'est, mais on va écouter donc juste ce début, où vous avez un véritable quatuor qui joue, et vous avez un quatuor virtuel, c'est-à-dire ce sont des sons de quatuor, mais c'est calculé par ordinateur. Ici, les sons de quatuor font ce que ne pourrait pas faire un quatuor réel, au niveau de la spatialisation, au niveau des sons, au niveau de plein de choses. Mais vous allez voir que là, il y a une texture beaucoup plus complexe, une musique beaucoup plus chargée qui va prendre son essor à partir de la détection. Et donc, c'est au moment où le violoniste va jouer, donc tout le quatuor va jouer, que cette musique électronique va se synchroniser automatiquement avec le premier violon. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se passe? Je vais vous donner un petit peu l'explication de ça par ce graphique-là. Vous avez en bas les événements 1, 2, 3, donc qui sont déclenchés par le violoniste avec le suiveur de partition. Associé à cet événement, pendant ces trois événements, vous avez un son qui va faire un son en crescendo, qui commence piano, qui fait un crescendo, qui va être joué à chaque fois qu'on a cet événement. Donc ça, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on synchronise un son, et puis quand on connaît l'événement, l'ordinateur le calcule. C'est-à-dire que c'est un calcul qui est fait au moment où on le veut. Hein. C'est ça, il faut que ce soit bien clair. Il est possible d'avoir des choses avec ce qu'on appelle un délai, c'est-à-dire qu'on a un groupe de sons qui, ici, se place après l'événement et pas en même temps. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent se calculer. Alors, on verra aussi comment ça se calcule. Et ensuite, vous avez, par exemple, un accord trémolo. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez un accord trémolo qui commence ici. Et cet accord trémolo, il est infini, dans la mesure où, tant que je ne lui dis pas d'arrêter, l'ordinateur va continuer à calculer. Et c'est ça le temps réel. C'est ça qui est intéressant dans le temps réel. C'est comme si vous demandez à des musiciens d'orchestre, joue-moi telle note, et puis quand je te dirai d'arrêter, tu m'en joueras une autre. Donc le musicien joue, évidemment ce sera un peu cruel et un peu sadique de le faire, mais le musicien joue, et puis ensuite je lui dis, bah, maintenant change-moi la note, et là je joue. Donc on a quelque chose qui se construit, qui se joue tout le temps, et ici on a finalement une machine qui n'arrête pas de calculer le son qu'on lui a demandé, et qui va l'entretenir pendant tout le temps. Et donc à la limite c'est infini, jusqu'au moment où je lui dis, maintenant tu vas changer, tu vas m'en jouer une autre. Et donc, ici, c'est comme si on avait un point d'orgue. Et ici, cette chose-là va devenir quelque chose de tout à fait continu jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc, l'état de la machine va changer, c'est-à-dire que là, il y a certains calculs, et à ce moment-là, l'état de la machine va changer pour calculer d'autres choses. Au même moment, on a un élément qui fait un glissando, c'est-à-dire que j'ai un son qui va partir et qui va glisser, et quand il va arriver au bout de son glissando, eh ben, il va être comme cet événement du dessous, c'est-à-dire qu'il va devenir infini. Une fois qu'il arrive à sa vitesse, à son point ultime, la machine va l'entretenir et il va continuer, il va continuer, il va continuer. Il ne glissera plus, il bougera, il sera sur la même hauteur, mais jusqu'à nouvel ordre.
Alors voilà, on a un temps qui ici est calculé, c'est-à-dire le glissando, je dis qu'il veut par exemple, il va durer pendant 2 secondes, mais une fois que j'arrive au bout du glissando, c'est infini. Et donc là, c'est un temps qui va être dépendant de l'être humain, c'est-à-dire de l'instrumentiste qui va donner l'événement suivant pour continuer. On peut avoir aussi des temps qui sont complètement calculés. Par exemple, ici, j'ai une phrase qui est jouée par des petites cloches, et quand on a cet événement-là, cette phrase va être jouée totalement indépendamment du reste. C'est-à-dire qu'on a plusieurs couches temporelles. On a une couche qui est synchrone, une couche qui est avec des délais, une couche qui est infinie et qui va se changer en même temps qu'on lui demande, et une couche qui est totalement indépendante et totalement précalculée, et une couche qui à la fois est précalculée avec des durées qui sont précalculées et à la fois est infinie. Donc on a, pour vous montrer ce que j'entends par cette hétérogénéité de temps, vous voyez qu'on a plusieurs catégories de temps qui sont superposées ici. Alors tout ça, ça s'écrit, et ce qui est intéressant, et on ne réfléchit pas à ça souvent assez, c'est l'écriture musicale. Je dirais en général que pour moi c'est un miracle absolu, l'écriture musicale telle qu'on la connaît. Alors tout le monde se rappelle, quand on fait du solfège, les enfants qui n'aiment pas aller au solfège parce que c'est rébarbatif, effectivement, tout le monde pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont des mauvais souvenirs. Si on réfléchit bien, l'écriture musicale, c'est quelque chose qui sert à énormément de choses. C'est-à-dire qu'on a trouvé un langage, enfin c'est un langage qui s'est constitué à hauteur des siècles, mais qui permet à des gens de faire des pratiques différentes suivant le même code. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui souffle dans une trompette, et qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder une partition, mais il souffle dans une trompette. Mais par contre, vous en avez un autre qui va jouer sur un violon, sur une corde, ce qui est une activité physique totalement différente de souffler dans une trompette. Vous en avez un troisième qui va jouer du piano, c'est-à-dire qui va actionner des doigts sur un clavier, donc qui est une activité encore physique différente. Vous en avez un quatrième qui va chanter, qui a encore une activité physique différente. Donc on voit qu'on a ces activités physiques totalement différentes, mais tous vont répondre à la même chose qui est une partition, c'est-à-dire que cette écriture-là va pouvoir donner des informations à des gens qui ont des activités physiques très différentes. Et donc, c'est là où je trouve que c'est une des premières choses qui est importante dans l'écriture musicale, c'est qu'elle réunit des choses qui sont très différentes, ce qui n'était pas le cas autrefois, parce que l'écriture musicale vient des tablatures, et vous avez ici une tablature de luth du XIVe siècle, je crois, XIIIe siècle, et donc c'était l'ancienne mode d'écriture, c'est-à-dire que pour chaque instrument, vous aviez un mode d'écriture. Alors, il n'y en avait pas pour tous les instruments, mais pour les luths, les instruments à cordes, vous avez une tablature de luth, et avec cette tablature de luth, on ne pouvait pas jouer de la trompette, ni de la clarinette, ni de la flûte. Ça ne marchait pas. C'est-à-dire que l'écriture était liée à chacun des instruments. Tout le monde se rappelle maintenant, enfin beaucoup de gens connaissent ça, c'est les tablatures de guitare que les guitaristes amateurs, les gens qui apprennent la guitare, apprennent. Donc, c'est les positions des doigts. Mais ce qui sert pour la guitare, vous ne pouvez pas utiliser ça pour la clarinette, ni pour le piano. Donc, ce sont des modes d'écriture qui étaient très différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi petit à petit à tout réunir dans une mode d'écriture. L'écriture sert non seulement à jouer des instruments, mais on va voir, elle sert à composer, elle sert à transformer le matériau, elle sert à écouter la musique. Si on est formé par ça, on peut le suivre une partition, et puis elle sert à mémoriser des choses. Donc, l'écriture musicale a des fonctions très importantes et très diverses. Alors, qu'est-ce que c'était? Voilà une partition de Bach pour violon. Je crois que c'est une partita pour violon. Voilà comment on écrivait la musique au temps de Bach. Alors, c'est une partition. C'est très complexe comme musique, la musique de Bach. Très complexe, ça répond à des procédés d'écriture, de formalisme, extrêmement rigoureux, extrêmement sévère. Donc la musique de Bach est très complexe, mais vous voyez que la partition donne assez peu de signes, puisque où est-ce qu'est le tempo? Il n'y en a pas. On n'écrivait pas le tempo à l'époque de Bach. Donc voilà, on a une partition, on ne sait pas à quelle vitesse il faut la jouer. Comment est-ce qu'il faut la jouer? Il faut la jouer fort, piano, mezzo forte, faire des crescendo, des décrescendo. Pas écrit non plus, Bach n'écrivait pas ça. Donc la partition était très lacunaire. Est-ce qu'il y a un phrasé? C'est-à-dire, est-ce qu'on joue ça avec des staccato, legato, enfin, tout ce qui fait la richesse du son? Ce n'était pas écrit non plus. Donc, qu'est-ce que c'est cette partition? C'est une partition qui est incomplète,
Alors, à l'époque de Bach, effectivement, il y avait une tradition orale, il y a toujours une tradition orale, parce que l'écriture ne se suffit jamais en elle-même. Il y a une tradition orale qui permet de compléter, de savoir que ça va jouer à un certain tempo, qu'on va faire certains types de nuances et certains types de phrasés, parce que ça se transmettait oralement. Donc ça, on a gardé cette culture-là. Mais l'écriture musicale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que je fais ce petit chapeau-là, ne définit pas le son dans sa totalité. L'écriture musicale définit des choses qui doivent être ensuite complétées. Dans le cas classique, c'est une tradition orale. Donc c'est pour ça que je reviens à cette notion de virtualité. L'écriture musicale, une partition est toujours virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'indique pas la totalité du son. Si l'écriture devait comprendre la description totale du son, qui est très complexe, on ne pourrait pas s'en servir. On ne pourrait pas s'en servir puisqu'il y a trop de paramètres. Et donc, ce qu'il faut, c'est que l'écriture soit une réduction de données, qu'elle soit symbolique et qu'elle nous permette de faire des opérations qui nous permettent de travailler avec. Alors, plus récemment, vous avez des compositeurs comme Brian Ferneyhough qui font des partitions excessivement complexes, extrêmement complexes, puisque là, tout est noté. Et vous voyez, c'est même à un niveau de complexité qui dépasse des fois les capacités des humaines, mais enfin, ça fait partie de son projet, et dans lequel l'écriture est surchargée de signes, qui ne sont pas des signes abstraits, hein, qui sont des signes. Mais enfin, disons qu'à un certain moment, il faut faire des notes dans un certain tempo, avec un certain dynamique. Enfin, chaque note est surchargée, c'est vraiment une écriture hyper striée. Il y a une surcharge de style. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que j'en arrive au dialogue maintenant avec les machines, avec ce que j'appelle les partitions virtuelles. C'est-à-dire que la partition, quand on travaille avec des ordinateurs, on code des éléments dans la partition. C'est-à-dire qu'on donne des éléments qui sont ce qu'on veut, quoi, des hauteurs, des rythmes, des timbres. Mais on peut donner tout dans la machine. C'est-à-dire on peut faire une synthèse totale. Dans ce cas-là, la machine, on lui donne tous les paramètres et elle l'exécute. Et on revient un peu à la musique sur bande avant, sauf qu'il y a un peu de liberté de tempo. Mais enfin, on l'exécute. Mais on peut arriver vers une certaine forme de virtualité, c'est-à-dire demander à ce que l'ordinateur donne des choses qui sont incomplètes, mais qu'on va compléter de plusieurs manières. Alors, c'est peut-être un peu outrecuidance pour moi de dire ça devant Gérard Berry, qui est le professeur de la chaire d'informatique, mais j'ai toujours pensé que l'ordinateur savait faire trois choses. J'aimerais bien avoir d'ailleurs ton avis après. C'est peut-être un peu provocateur, c'est qu'il sait faire trois choses. C'est d'abord faire ce qu'on lui dit de faire. Dans ce cas-là, on est dans un projet déterministe. Ensuite, produire des nombres aléatoires, c'est-à-dire produire du désordre. Ça, il sait très bien le faire. Troisième chose, c'est capter des événements dans le monde extérieur. Alors, je ne sais pas si on peut trouver une quatrième élément, mais j'ai l'impression que ces trois-là définissent les trois catégories principales de l'ordinateur. Et donc, j'ai une théorie qui s'appelle les théories des verrous, qui marche de cette manière-là, c'est-à-dire que ça vous indique, ici, ça vous indique voilà, un son de synthèse. Vous avez ce qu'on appelle le pitch, c'est-à-dire la hauteur. Vous avez l'enveloppe dynamique, c'est-à-dire c'est fort ou moins fort. L'enveloppe spectrale, c'est-à-dire c'est les harmoniques, ce qui contenue. L'enveloppe spectrale, vous avez le contenu spectral. Enfin, vous avez tout un tas de paramètres, c'est-à-dire qu'un son se décrit avec énormément de ce qu'on appelle des descripteurs de son. Un son se décrit avec énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de qualités qui rentrent en compte pour décrire un son. Et finalement, on peut imaginer qu'on ait des verrous qui sont ici, et vous avez une écriture paramétrée, c'est-à-dire que vous dites à l'ordinateur « je veux que la hauteur soit un La », donc vous écrivez un La. Mais vous pouvez lui dire « je veux par exemple que l'enveloppe du ce La », c'est-à-dire qu'il soit plus fort ou moins fort, provienne de calculs aléatoires, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui va produire lui-même du désordre, de manière à ce que ce son ne soit pas trop plat, mais va osciller et va avoir un semblant de vie. Mais vous pouvez lui dire aussi qu'il faut qu'il calcule dans un monde extérieur, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer un micro, une caméra ou des capteurs que l'ordinateur va récupérer et que ensuite il va faire en sorte qu'on va jouer un La, mais la couleur de cela va être donnée par une voix, par exemple, parce qu'on va capter une voix. Tout à l'heure, on va écouter avec la clarinette. On va capter une voix et on va faire en sorte que ce La ou ce Si bémol va avoir la couleur de la voix ou la couleur de la flûte ou ce qu'on veut. Donc, moi, je vois ces trois modes de fonctionnement de l'ordinateur, monde extérieur,
l'écriture paramétrée et les nombres aléatoires, comme trois grandes catégories. Et ensuite, toutes ces grandes catégories sont disponibles. Et on a des verrous qui font qu'on peut en fermer un, ouvrir d'autres. Et on peut en ouvrir deux, en ouvrir aucun. Donc, toutes ces choses-là sont en entrée. Et puis, vous voyez qu'on peut sélectionner les entrées qu'on veut. Et c'est ça qui fait la virtualité. C'est-à-dire, si vous vous rappelez cette partition de Bach que j'ai montrée, dans laquelle vous n'avez pas par exemple, le tempo, c'était produit par la tradition orale. Ici, il n'y a pas de tradition orale, mais vous avez une virtualité, c'est-à-dire que tout n'est pas écrit dans la machine, mais des événements sont calculés du monde extérieur. Alors, je vais vous faire écouter plusieurs types de synthèse sonore. Vous avez, par exemple, ici la synthèse pure, dans laquelle, eh bien, tout ce que vous allez entendre est complètement prédéterminé. Et l'ordinateur ne calcule rien qui ne soit pas à l'intérieur de sa propre mémoire. Voilà, donc ça se déroule, c'est vraiment quelque chose dans lequel tous les paramètres sont dans la machine ne fait qu'exécuter ce qu'on lui dit de faire. Deuxième exemple, je ne vais pas les faire écouter tous, mais un exemple dans lequel la machine produit de l'aléatoire. Donc j'ai fait un concerto pour piano qui s'appelle l'Echo Daimonon, qui a été créé l'année dernière à l'Orchestre de Paris, dans lequel le pianiste solo est environné de 4 pianistes virtuels, c'est-à-dire qu'il y a un piano qui joue sur scène, un orchestre, mais dans la salle, il y a 4 haut-parleurs, ou plus de haut-parleurs, enfin disons, il y a 4 sources sonores qui produisent des pianos virtuels qui vont répondre au piano, aux solistes. Et donc ici, j'avais utilisé un système que j'utilise souvent, qui s'appelle les matrices de Markov. Ce sont des choses qui permettent de générer des flux aléatoires, c'est-à-dire qu'on calcule la probabilité, après une note, d'en avoir une autre. Donc on calcule des trajectoires suivant certaines formalistes que je ne vais pas développer ici, ce serait trop long. Mais vous allez écouter ici qu'on va avoir une espèce de toccata entre 4 pianos qui va tourner, et vous allez voir que petit à petit, les règles vont changer, c'est-à-dire qu'on a d'abord quelque chose de très continu, très rythmique, et vous allez voir que des fois, la musique va se crisper, elle va s'arrêter, elle va reprendre, le discours va devenir plus haché, on va avoir des accords. Vous allez voir, ça dure à peu près 2-3 minutes, que le discours va changer, parce que la machine a beau produire des choses aléatoires, moi je change les règles en cours de route. Donc vous allez avoir quelque chose qui est totalement engendré par la machine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la main de l'homme, c'est-à-dire que c'est des flux aléatoires par rapport à comme des choses que j'ai précisées, mais par contre je change les règles. Et vous allez voir que ici c'est un type de synthèse que j'appelle synthèse aléatoire, synthèse markovienne, dans lequel les choses sont engendrées directement par la machine suivant des flux que je lui ai donnés.
Voilà, donc un discours qui va en sécrétant comme ça, petit à petit, qui part un peu en lambeaux, mais qui est produit par ces flux aléatoires. Voilà encore. Alors maintenant, je vais montrer quand l'ordinateur prend des informations du monde extérieur. Et ici, c'est la voix, une pièce que j'ai fait en 93 qui s'appelle En écho. Vous avez la voix qui chante, donc une mélodie avec des textes. Et vous voyez que la machine se synchronise automatiquement avec elle, quand tout marche bien, et capture. Alors, elle capture la hauteur de la voix, mais capture ce qu'on appelle les formants, c'est-à-dire que les formants, c'est quand vous faites des voyelles A, O, I, O, E, U, enfin tout ce qui est la couleur des voyelles, ça correspond à certaines dispositions dans le spectre, les fréquences. Et là, on a un programme qui capture cette information-là, et vous allez voir que ce que vous allez entendre de la musique électronique reproduit les qualités de la voix, c'est-à-dire que c'est tout ce que vous allez... Il y a la voix, mais tout ce que vous allez entendre, c'est totalement synthétique, mais ça analyse la voix et ça reproduit ses qualités. Et ce n'est pas de l'enregistrement, c'est juste de la resynthèse, mais vous allez entendre, je pense, assez facilement le rapport entre le monde extérieur qui rentre dans la machine et qui produit des sons qui sont finalement des sons de la voix. Voilà. Donc ici, vraiment, tout ce que vous entendez derrière n'est pas inscrit dans la machine. Rien n'est inscrit dans la machine, elle le capte du monde extérieur. Donc c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est finalement d'abolir cette distance entre l'élément mécanique de la musique électronique et l'élément humain. Alors il y a le temps, mais il y a aussi la qualité des sons. Et c'est vrai que dans les sons, voilà description d'un son par un programme d'ordinateur. Alors qu'on rentre dans les données temporelles, qu'est-ce qu'on fait généralement? Ici, vous avez un son, donc ici, ce sont les secondes. Hein, ici, ce sont les secondes, donc ça, c'est... Et on va rentrer petit à petit dans l'infiniment petit, c'est-à-dire que voilà, là, on a des valeurs un peu plus petites, et là, on a encore des valeurs un peu plus petites, et là, on a des valeurs vraiment très petites, et vous voyez qu'on voit que le son est composé de plusieurs points, mais c'est le même son, finalement, mais sur lequel on zoome. Alors... ça nous amène à rentrer. L'ordinateur s'est toujours au départ occupé des valeurs très petites, parce qu'il est très, très fort pour ça. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va élargir ces valeurs et on va essayer de faire en sorte que ces machines-là puissent réagir à des valeurs plus, je dirais, humaines, d'un temps plus humain. Et un temps humain, c'est le tempo. Et voilà une des choses que j'ai fait avec Tensio, donc avec Archiaconte, qui est quelque chose d'assez intéressant. C'est que maintenant la machine ne va pas réagir instantanément tout le temps à ce que fait l'instrument, mais on pourrait dire que d'une fois, elle va comprendre ça à un niveau, je dirais, plus intelligent. Je ne sais pas si le terme intelligence artificielle a encore une valeur, si on l'utilise toujours, mais disons qu'ici, vous avez le quatuor à cordes qui joue, et ce que va faire l'ordinateur, c'est que non seulement il va jouer ce qu'on lui dit de jouer, mais enfin il va le jouer au tempo, c'est-à-dire qu'il va analyser le tempo. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que ce que va faire l'ordinateur soit dans le même tempo que les instrumentistes. Donc il va carrément analyser, pas uniquement les notes, mais le tempo, c'est-à-dire qu'une valeur plus grande. Et au fur et à mesure, dans ce quatuor-là, au fur et à mesure où l'œuvre joue, l'ordinateur n'arrête pas d'évaluer le tempo et il dit ici on est à 60, ici on est à 80, ici on est à 60,5, etc. Et donc il envoie cette information à la musique électronique qui au départ était quelque chose de figé, mais qui maintenant va se situer dans la continuité. Et on va écouter le début, un extrait de ce passage-là, dans lequel vous allez entendre que la musique électronique qui répond au quatuor se situe dans le même tempo. Oh, pardon, c'était pas ça que je voulais faire.
Voilà, alors ça m'amène à rentrer dans un petit détail un peu plus technique, mais qui pour moi est important. Voilà ici comment on notait le temps dans la musique informatique autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, mais on notait ça. Ça, ce sont des millisecondes. Donc voilà, on a un événement, et après, une seconde, encore une seconde, encore une seconde, on a 3 autres événements. Alors, pourquoi je dis des millisecondes? Parce que l'ordinateur calcule en temps fixe, c'est-à-dire que c'est des millisecondes ou même des nanosecondes, si on rentre dans des détails. Par contre, les musiciens et les êtres humains ne calculent pas en temps fixe, mais en temps relatif. C'est-à-dire que millisecondes, pour nous, musiciens, ça peut être important quand on veut rentrer dans l'infiniment petit, comme je l'ai montré avec les graphiques précédemment, mais pour nous, c'est toujours relatif. C'est-à-dire que si je veux évaluer une valeur en tant que musicien, je vais dire une noire. Mais une noire, ça ne veut rien dire. Une noire, c'est une noire si le tempo est à 60 et si le tempo est à 80, la noire aura une autre valeur. Mais ce sont des rapports, des relations. Et ce qui est intéressant, maintenant, alors ça, c'est une des grandes avancées qu'a fait Archiaconte. Ces valeurs-là, telles qu'elles sont décrites, ce sont des valeurs fractionnaires, c'est-à-dire que 2, ça veut dire 2 temps. 0,36, c'est à peu près un triolet. Ça, c'est un temps et demi. Ça, c'est un huitième de temps. Mais ces valeurs de temporel vont être prises dans le monde extérieur. C'est-à-dire que l'ordinateur va analyser le tempo et va prendre ces valeurs qui ne seront plus des millisecondes. Donc, on est passé d'un temps absolu, qui était comme le temps de la bande magnétique, à un temps relatif, qui est le temps musical, sur lequel on va continuer à travailler. Alors, voilà un exemple maintenant aussi de comment l'ordinateur de l'informatique peut analyser les instrumentistes. Ici, vous avez toujours dans mon quatuor à cordes, Tensio, vous avez une section dans laquelle la musique de synthèse va se composer en même temps. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais enfin, elle va se composer en même temps que la musique instrumentale. Ce qui m'intéressait, parce que l'informatique ne m'intéresse pas pour résoudre des problèmes, mais pour poser des nouvelles questions, donc après il faut les résoudre, mais ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de travailler sur ce que j'appelle la réactivité de la machine, c'est-à-dire qu'on a une machine qui peut réagir instantanément et une machine qui peut réagir dans certains cas, donc l'éventualité. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que la machine analyse tout ce que fait les instrumentistes, et dans ce cas précis, donc elle va produire, vous allez voir, des sons de synthèse, un accompagnement de synthèse, si vous voulez, et dans ce cas précis, j'ai voulu que la machine intervienne que sur les sons qui avaient une certaine durée, c'est-à-dire que la machine intervient avec du temps, un peu de retard, mais elle ne s'intéresse qu'aux sons qui ont une certaine durée. Le résultat, c'est que vous allez avoir une musique de synthèse qui va être très stable, qui va épouser les durées des sons instrumentaux. Et vous voyez, dans cette partition, j'ai des sons qui sont très rapides, là, toutes ces petits groupes qui sont en noir sont très rapides, et la machine va carrément les ignorer. Donc vous allez avoir, sur une musique qui a des sons très longs et des sons très rapides, une musique de synthèse qui va, elle, ne se concentrer que sur les sons très longs et qui va être, pour le coup, assez stable. Alors, j'ai fait le contraire aussi, c'est-à-dire que vous avez le négatif de ça. Ce n'est pas la même musique, mais elle est tout à fait semblable à la précédente, en beaucoup de points. C'est-à-dire que vous avez des sons très longs et des sons très rapides. Et là, ce que j'ai inversé les choses, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que l'ordinateur, maintenant, va s'intéresser qu'à ce qui est très rapide. C'est-à-dire que dès qu'il y a des sons très rapides, il va réagir. Par contre, si le son a une certaine durée, au-dessus d'un certain seuil, il ne va plus réagir. Et vous allez entendre qu'ici, pour une musique de quatuor qui est à peu près la même, vous allez avoir une musique de synthèse qui, elle, va être beaucoup plus mobile et qui va suivre les contours montants et descendants de toutes ces petites phrases en rouge, qui est vraiment toutes les phrases qui sont rapides. Donc, c'est comme si on analyse une partition, on a une partition, et on analyse comment cette partition est jouée, et on fait en sorte que la machine réagisse ou pas, suivant les cas. Et ici, vous allez avoir une réaction, au contraire, très, je dirais, volubile et très rapide de la synthèse, qui va épouser toutes les petites formes qui sont écrites en rouge. Et vous allez voir que la musique de synthèse n'est plus stable comme avant, mais ici beaucoup plus mobile.
repasse l'autre avec, vous allez voir que celui-là est beaucoup plus calme. Et celui-là, beaucoup plus rapide. On a plus de stabilité qu'on avait avant, mais on a quelque chose qui bouge tout le temps. Alors pour terminer, je vais vous expliquer comment cette hétérogénéité du temps s'incarne dans une composition. Et donc c'est toujours dans mon quatuor à cordes, puisque c'est la pièce la plus développée que j'ai faite récemment. Je vais vous expliquer la chose et ensuite on va l'écouter. Une petite séquence qui fait à peu près 3 minutes. Vous avez ici donc cette partition. Vous avez la superposition de tempos. Il y a 3 flux temporels différents. Donc c'est très, très hétérogène de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, Gérard Berry, quand j'avais écouté certaines choses, des fois je me dis que cette captation de choses hétérogènes rejoint pas mal des recherches que tu as pu mener dans l'aéronautique. J'ai toujours pensé qu'il y avait une convergence entre les deux, c'est ce qu'on appelle une partition, c'est-à-dire qu'on met ensemble des choses qui sont très différentes, mais il faut que ça forme un tout cohérent. Et ici, donc, j'ai composé cette musique vraiment sur une hétérogénéité du temps, c'est-à-dire que vous avez un tempo qui va être donné ici. J'ai mis B et B, je me suis trompé, peu importe. Ici, vous avez un métronome, c'est-à-dire que vous allez avoir un son régulier, comme un métronome. Et 2 musiciens vont suivre ce tempo-là. Et ici, vous allez avoir un autre élément qui va être un son beaucoup plus, pas métronomique, mais ça va faire un profil ta-ta, ti, ta, ti, ta-ta, ti, ta, ti, quelque chose comme ça, que va suivre un autre groupe de musiciens. Donc les deux vont se dérouler indépendamment, et les musiciens vont faire des choses, mais qui ne sont pas du tout synchrones. C'est-à-dire que ça peut commencer avant, ça commence après. Ça peut glisser l'un sur l'autre, c'est pas complètement déterminé. Vous avez un troisième élément qui est en vert, qui est un tempo libre. Et là, c'est quelque chose qui n'a au contraire pas de tempo. C'est une corde virtuelle qui va faire des petites granulations sonores et qui va se dérouler, qui va avoir son propre évolution indépendamment des autres. Par contre, ici, vous avez les musiciens qui vont jouer et qui vont changer un des 2 tempos. C'est-à-dire qu'ils vont jouer cette figure-là et ça va modifier un des 2 tempos. Le deuxième groupe, lui, reste toujours sur son tempo métronomique qui ne bouge pas. Il continue à le suivre. Ce tempo qui a été changé, le premier tempo, enfin le deuxième, plutôt le tempo B, qui a été changé, maintenant va devenir la norme, c'est-à-dire que les musiciens vont suivre ce tempo-là. Par contre, après, ce deuxième groupe, tout le quatuor à cordes va jouer, va faire un accéléré, et en accélérant, il va changer la vitesse du métronome. Donc, les musiciens suivent un tempo, le modifient, le resuivent, l'accélèrent, le ralentissent, mais les 2 tempos sont totalement indépendants des uns des autres et glissent les uns sur les autres. Voilà ici donc les musiciens qui suivent le tempo, c'est le même, et par contre, ceux-là vont suivre un tempo qui est beaucoup plus rapide, que eux-mêmes ont décidé, hein, c'est eux qui l'ont décidé ce tempo, mais ensuite, une fois qu'il est établi, c'est à eux de le suivre et ils le suivent. Ici, voilà, un groupe va modifier une valeur de tempo, d'un des tempos, et ici, voilà, il va y avoir encore une accélération du métronome, et ensuite les musiciens vont resuivre le nouveau tempo, etc., etc. Donc ça continue ici, et on a toujours aussi donc ces 2 tempos, et on a toujours cette troisième couche qui est indépendante et qui est libre, que vous allez entendre, et qui va ensuite s'envoler vers l'aigu, et qui va se modifier. Donc on a 3 couches temporelles totalement différentes, mais totalement libres, c'est-à-dire c'est comme des nuages qui flottent les uns sur les autres. Je ne décide pas qu'au moment, ici il va se passer, il y a une certaine liberté. Donc on va l'écouter, et puis vous allez, j'espère, pouvoir suivre à l'oreille ce que... Qui est dans l'aigu. Les notes répétées vont être changées ici maintenant. Maintenant, ce groupe va suivre le métronome toujours.
servir de modèle pour ce qui suit. Maintenant, on va encore accélérer le métronome. Ça va servir de tempo que ça. On va ralentir. Voilà, tempo plus lent. Maintenant, le tempo libre change un peu. On a des phrases des sons très graves. Là, c'est totalement indépendant. C'est-à-dire que les musiciens jouent sans rapport de temporalité. Ils superposent les mouvements avec ce qui se passe. Et pour terminer, ils vont faire envoler ce son grave dans l'aigu. Voilà. Donc, on a, comme vous voyez, de plus en plus cette interpénétration entre, disons, la musique électronique et la musique instrumentale par le fait qu'on met maintenant en œuvre des procédures qui permettent aux ordinateurs de rentrer, je dirais, non seulement dans l'intimité du son, mais même dans la manière dont le son est joué. C'est-à-dire que ça analyse les comportements des musiciens et ça analyse des choses comme le tempo, comme le phrasé, et on va voir d'autres exemples tout à l'heure. Donc j'ai à peu près terminé à ce qui concerne ces relations temporelles. Je voudrais dire juste deux mots pour terminer. C'est que je m'occupe beaucoup, j'ai fait un assez grand topo sur les partitions tout à l'heure. L'écriture me semble quelque chose d'absolument indispensable pour produire de la musique. Et je pense qu'un jour, on a la chance en musique d'avoir une écriture symbolique, comme je dis, c'est une écriture qui ne représente pas le son. Je pense que dans l'informatique musicale, dans l'avenir, on devra arriver à un certain type de symbolisme dans l'écriture. C'est-à-dire que pour faire des choses puissantes au niveau conceptuel, il faut avoir une écriture symbolique puissante et non pas rester tout le temps sur le rapport descriptif d'un ordinateur qui représente le son. Donc il va falloir qu'on trouve des grammaires, et ces grammaires, je pense qu'on est en train d'y travailler, même sans le savoir, mais c'est un champ qui m'intéresse beaucoup. Et dernière chose dont je voulais parler, c'est ce rapport avec l'industrie. C'est vrai qu'on souffre de choses. Il y a par exemple une chose qui s'appelle le système MIDI, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était une norme qui permettait de faire en sorte qu'un ordinateur reconnaissent quand on joue du piano. Tout le monde a vu dans les hôtels des pianos qui jouent tout seuls, par exemple. Donc ça marche avec ce système, c'est-à-dire qu'on met une carte dedans et le piano joue tout seul quelque chose qu'on a enregistré. C'est un système sur lequel on a fait pas mal d'œuvres. Ce système commercialement est fini, c'est-à-dire que tant que la musique pop, la musique de grande consommation s'y intéresse, ça va, mais quand il ne s'y intéresse plus, on arrête de le fabriquer. Et donc toutes les pièces qu'on a composées avec ce système-là ne sont plus jouables, puisque l'instrument disparaît. Alors, un des travaux sur lesquels on travaille, et puis Archiacant travaille beaucoup là-dessus, c'est de remplacer ces systèmes-là, qui sont trop liés à l'industrie, par des systèmes de captation. Donc, moi, quand je compose, je me dis que dans 20 ans, je trouverai toujours 3 outils, 4 outils, un ordinateur, il y en aura encore dans 20 ans ou dans 30 ans, des micros, ça existera toujours, et des caméras, ça existera toujours. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils qui ne servent pas uniquement qu'aux musiciens, mais qui ont un pouvoir, des caméras et des micros, on s'en sert dans la télévision, dans le cinéma, dans les disques, et les ordinateurs, on s'en sert partout.
Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est travailler avec les outils qui ne sont pas spécifiques au champ musical, mais qui soient spécifiques à un champ beaucoup plus large, socialement parlant. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes, puisque maintenant, ce qu'on faisait de manière assez simple avec des captations, maintenant, on le fait de manière complexe, parce qu'arriver à reconnaître les notes qui sont jouées par un pianiste, par exemple, quand la pièce est complexe, juste avec un micro, c'est beaucoup de travail, c'est pas toujours évident. Et c'est un peu l'effort qu'on porte dessus, et Archia est une des personnes les plus en avance là-dessus, donc pour essayer de faire des outils qui soient pérennes. Pour que les œuvres continuent à vivre, il faut qu'on crée les outils qui ne dépendent pas des aléas de l'industrie. Merci beaucoup, et je passe la parole à Archia.